Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver bien pour un nouveau podcast Level Up, c'est la rentrée. Et aujourd'hui, je suis avec Victor Fersing, qui est journaliste et créateur de la chaîne YouTube La Fabrique Sociale. Bonjour Victor. Bonjour Barbara, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis hyper heureuse de faire la rentrée avec toi parce qu'on va parler d'un sujet important, notamment notre chaise, donc sur laquelle on est assis, parce que tu es co-auteur du livre La chaise tue, qui vient de sortir aux éditions Erol et que tu as coécrit avec Alexandre Dana, notamment fondateur de Live Mentor. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et puis comment cette rencontre avec Alexandre s'est faite? Oui, bien sûr. Faites. Moi, du coup, je suis effectivement, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle La Fabrique Sociale, qui porte sur l'impact des technologies numériques sur notre société, donc avec un lien fort avec la sédentarité. Mais c'est pas forcément ce lien qui m'intéressait quand j'ai commencé cette activité. D'ailleurs, je n'étais pas forcément hyper au courant des problématiques de sédentarité à ce moment-là. Mais du coup, ça m'a toujours intéressé l'impact des technologies numériques, des réseaux sociaux, des algorithmes sur la manière, sur notre rapport au monde, sur la manière avec laquelle on se comporte avec les autres, avec l'environnement, etc. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé à créer cette chaîne. Et en fait, par la suite, j'ai aussi intégré une association qui s'appelle Lève les yeux. Donc, c'est une association qui travaille surtout dans la région marseillaise, mais aussi un peu partout en France. Et du coup, je traverse des collèges, des écoles primaires, des lycées. Je parle avec des parents d'élèves ça me permet de mieux comprendre en fait quelle est la vie numérique, notamment des jeunes, aussi des adultes, et de comprendre les conséquences qu'ont nos nouvelles technologies sur tout un tas de paramètres. Et donc, la sédentarité en fait partie. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai aussi travaillé quelques années dans l'entreprise Live Mentor, qui a été fondée par Alexandre. Et donc, Ça aide du coup dans la rencontre avec Alexandre. c'est ça. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on s'est rencontrés. Et après, on a sympathisé et on a même, on pourra peut-être en parler, mais on a fait beaucoup de marches ensemble avec un groupe d'amis de randonnée dans la montagne, etc. Et donc, c'est aussi ce genre d'activité qui nous a poussé à réfléchir à la notion de sédentarité. Ouais, donc il y a d'un côté, finalement, je suppose que dans les insights ou les retours parents que tu as eu, c'est mon enfant sort pas ou sort moins. Alors, il sort moins de la maison, il sort moins aussi potentiellement de la chambre, hein. Oui. Voilà. Et puis, effectivement, peut-être vous, dans votre quotidien où, finalement, mis en parallèle, vous, c'est l'inverse. Si vous étiez dans une période où vous marchiez beaucoup, plutôt à l'extérieur, ça explique l'émergence de ce livre. Oui, alors oui, en grande partie. À la base, donc c'est Alexandre qui a eu l'idée vraiment de faire le livre. Mais par contre, avant l'idée du livre, à travers ces marches, on a vraiment pu. En plus, quand on marche, on n'a pas la simulation d'un écran, on n'a que son cerveau et donc Mhm. on a le temps pour penser. Et du coup, forcément, on pense à des notions comme la notion d'effort, comme le contact avec la nature. Du coup, on met justement cette activité de marche, par exemple, dans la nature, on la met en contraste avec l'expérience qu'on a au quotidien de vivre dans des villes. Moi, j'ai toujours vécu dans des villes, par exemple. Moi Et du aussi. coup, on ne se rend pas forcément compte, en fait, de ce que c'est de vivre en ville si on ne le met pas en contraste avec ce que c'est de ne Mm. pas vivre en ville et d'être dans les montagnes et de marcher, etc. Et donc, forcément, ça nous a donné beaucoup d'idées. Et ensuite, Alexandre a eu l'idée justement d'écrire un livre dessus. Et moi, en cours de chemin, justement, j'ai rejoint l'aventure pour qu'on l'écrive avec nos quatre mains. Bon, on y reviendra un peu plus tard, là, des intérêts de la marche, parce que je pense qu'il y en a dont on se doute et peut-être dont on se doute moins. Si on prend un peu, si on tisse la toile de fond, le contexte, est-ce que tu as quelques chiffres, quelques constats justement sur la sédentarité? Tu dis notamment qu'on est assis en moyenne 8 heures par jour. Quels sont les risques associés? Enfin voilà, est-ce qu'on peut tisser un peu la toile de fond? Ouais, bien sûr. Du coup, sur les risques liés à la sédentarité, déjà, il faut savoir que environ 95% des Français ont une activité physique insuffisante. Ah mince, Euh, j'allais dire c'est bien, mais non, en fait, c'est pas bien du tout, c'est donc, insuffisant. donc, c'est beaucoup. Et les Français, donc ça, c'est un sondage Harris Interactive qui est sorti, il me semble, en 2018, sont assis entre 7 et 8 heures par jour. Et ça, du coup, ça nous place déjà dans la zone rouge de la sédentarité. Et ça compte pas, et c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a évidemment énormément de personnes qui sont bien au-dessus, justement, de ces chiffres. Nous, je pense que nos métiers, clairement, si tu fais pas une activité ou le matin avant de commencer ou le soir, moi, ce qui est Mhm. mon cas où je danse beaucoup quasiment tous les soirs, en fait, clairement, tu passes beaucoup, enfin, tu passes la moitié, je pense que tu passes au moins 12 heures sur ta chaise.
dans tous les cas. Ouais, exactement. Et donc là, par exemple, je suis chez moi et si je planifie pas à l'avance justement des stratégies pour sortir de chez moi et pour aller marcher, bah, très Mm. facilement, je peux passer quasiment toute la journée justement à être assis et, euh, et donc à être sédentaire et du coup à développer ce qui va favoriser bah, certains des principaux risques liés à la sédentarité qui vont être la santé cardiovasculaire. Donc juste comme on entraîne moins le cœur à pomper le sang, et ben notre santé à ce niveau-là va se dégrader naturellement. Ça va favoriser le diabète de type 2, la régulation du sang dans l'organisme. Ça va favoriser le développement de certains cancers. Ça a un impact, alors on appelle ça les troubles musculo-squelettiques aussi, puisque du coup, comme Mm. on mobilise moins son corps, notre organisme il est moins en mouvement, bah, nos os vont être moins sollicités. Et donc Tu ça, peux avoir une pareil, fonte musculaire aussi. voilà, donc c'est juste que ça va fragiliser en fait nos os. Et donc ça c'est pareil, hein, c'est-à-dire que juste si on n'entraîne pas son corps, et ben il va se désarmer quoi. Et donc ça c'est un peu pour les problèmes sur la santé physique, mais on peut pas dissocier ça des problèmes qui portent sur la santé mentale en fait. Et donc en fait, quand on bouge pas, quand on reste sédentaire, bah, Mm. ça va développer tout un tas de problèmes en termes de santé mentale. Et si on voulait trouver une explication simple à tout ça, ça serait de dire qu'en fait, on a toujours bougé. Dans toute l'histoire de l'humanité, bah, on a été constamment en mouvement, marcher, courir pour chasser, etc., etc. Et en fait, ça fait on va dire, 2 minutes à l'échelle de l'évolution qu'on s'est mis à être sédentaire. Et donc, en fait, quand on change aussi brutalement, justement, notre manière de bouger notre corps, c'est assez intuitif, en fait, qu'il va y avoir derrière des conséquences importantes, que ce soit sur notre santé physique ou sur notre santé mentale. Et puis des conséquences peut-être aussi plus long terme, dont on n'a peut-être pas encore forcément conscience, mais on voit que le corps s'adapte beaucoup, le corps évolue, donc potentiellement, nous, bah, dans notre aspect, dans notre allure, on va aussi évoluer. Alors, c'est-à-dire, pardon, dans notre J'en aspect. sais rien, enfin, c'est pas à Ah, l'échelle de 10 ans, mais 100 ans, hmm. 100 000 ans, enfin, tu vois, potentiellement, je sais Oui, pas, je suis pas alors, sûre que l'humain, il ressemble à ce qu'on ressemble oui, aujourd'hui. effectivement, par exemple, si on imagine que bah, à partir de 2025, vraiment la sédentarité continue justement à se propager, eh bien, par exemple, on risque peut-être de développer, dans 100 000 ans, on aura des jambes qui seront quasiment inutiles. Peut-être qu'on n'aura plus de jambes parce que Oh non, on va ressembler à un teckel. c'est ça, c'est une possibilité. Mais du coup, le problème, on pourrait dire aussi que le problème vient vraiment du fait il y a vraiment une différence entre le changement du corps à un niveau biologique, c'est-à-dire qu'en fait, on a gardé un corps qui est très similaire à ceux de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans un environnement complètement différent. Et par contre, notre environnement a changé brutalement avec le développement technique, la révolution industrielle, etc. Donc en fait, on a gardé un corps qui est fait pour bouger, qui est fait pour courir, mais on a créé un environnement dans lequel c'est quelque chose de dispensable, on va dire. Ok. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué, peut-être plus personnellement, justement, dans toutes ces découvertes que tu as fait là, quand tu as fait toutes tes recherches sur cette notion de sédentarité, d'évolution, nos quotidiens? Alors, c'est de voir à quel point en fait la sédentarité peut être poussée, peut-être dans certains coins du monde. Typiquement, je pense à l'exemple des hikikomori au Japon. Donc, les hikikomori au Japon, en fait, c'est des personnes qui ne sont pas sorties de chez eux depuis plus de 6 mois. Et donc, au Ok. Japon, c'est un vrai phénomène social et c'est une crise de santé publique majeure, puisque certaines estimations estiment qu'en fait, il y aurait plus d'1 million d'hikikomori au Japon, Mais rien qu'au Japon. ils continuent à travailler ou finalement ils Alors sont non, complètement c'est exclus social? justement, généralement, c'est vraiment, ils sont exclus socialement. Euh, et donc, généralement, c'est pas des gens qui travaillent. Ils vivent généralement chez leurs parents. Et leurs parents les assistent en leur donnant à manger, etc., etc. Mais souvent, ils vivent confinés justement dans leur chambre et ils ont développé une sorte d'anxiété Ah, très ok. intense par rapport au monde extérieur. Et du coup, ils C'est restent un chez eux. mix du Tanguy et de l'anxieux social ou enfin, tu vois, je Il y veux a un, pas parler de façon profane, mais Ouais. Il y a probablement un peu de ça. Et après, c'est un phénomène social qui est assez complexe finalement à analyser parce que c'est assez multifactoriel.
Mais forcément, le fait aussi que aujourd'hui, on puisse avoir des écrans chez soi et intégrer un monde virtuel et donc vivre dans un monde virtuel sans se déplacer de chez soi, ça va avoir tendance à favoriser ce genre de phénomène. Et en Ok, fait, après, il y a quand même la question du pouvoir d'achat. Tu vois, quand tu me dis qu'ils ne travaillent pas, bah, ou alors il y a des minima sociaux. Enfin, je ne sais pas comment c'est au Japon, mais tu vois, aujourd'hui, effectivement, bah, tu vois, il y a effectivement toute cette nouvelle économie autour du canapé. oui. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même, si tu veux y mettre ta carte bleue, avoir des sous Oui, de certains comptes. ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-là, effectivement, les hikikomori souvent vivent avec leurs parents. Ok. C'est leurs parents qui les soutiennent. Et donc en fait, ce phénomène-là, il a tendance à s'étendre. Donc on voit que euh, à travers des études, il y a des hikikomori aux États-Unis. Il y avait un article, il me semble que c'était de 20 minutes, qui portait sur certains hikikomori qui existent en France, Ok. avec pas du tout des niveaux encore similaires au Japon. Mais néanmoins, en fait, si on ne fait pas attention et qu'on continue justement à développer un environnement Mm. qui va favoriser la sédentarité, on peut très bien se retrouver dans une situation où c'est un phénomène aussi de masse en France. En tout cas, c'est pas quelque chose à négliger. Et donc moi, je travaille du coup sur les technologies numériques et par exemple récemment, j'ai fait une enquête sur les intelligences artificielles conversationnelles, donc avec lesquelles Ok. les gens nouent des relations, par exemple amoureuses, etc. Et j'ai parlé à des jeunes adultes qui venaient aussi bien des États-Unis, du Vietnam, d'Allemagne et de France. Et typiquement, il y a un jeune adulte allemand qui est tombé dans une relation de dépendance affective avec une intelligence artificielle et qui me disait que il était tombé dans une addiction vraiment extrême et qui pouvait passer jusqu'à 15 heures par jour dans sa chambre juste à parler justement Ok. avec cet outil-là. Et donc en fait, il sortait plus du tout de sa chambre. Et donc Il là, en ça a conscience, mais c'est devenu addictif. Donc c'est c'est comme trop. enfin, comme toute addiction, t'arrives pas à t'en empêcher. C'est ça. C'était juste trop fort pour lui. Et donc, en fait, l'impact, on va dire, entre guillemets, indirect de ça, l'impact direct, c'est juste une addiction extrême. L'impact indirect, c'est que du coup, on est addict, en fait, à un écran sur lequel Mm. on parle à quelqu'un. Et du coup, en fait, euh, on développe plus du tout les compétences nécessaires pour interagir avec le monde extérieur. Euh, Puisqu'on n'interagit plus avec des êtres humains, le monde extérieur nous fait de plus en plus peur, un peu à la manière des hikikomori. Et du coup, plus le temps passe, plus on se renferme, on se recroqueville justement sur Ouais. soi-même et dans sa chambre. Et du coup, ça, typiquement, c'est aussi vraiment un lien qui existe entre la crise de la sédentarité et aussi une forme de crise de la sociabilisation, on va dire, Mm. qui est que quand on n'arrive plus à interagir avec le monde extérieur, quand on n'arrive plus à se faire des amis, c'est d'autant plus de raisons de se recroqueviller chez soi et du coup, Ouais, c'est un d'être. système qui se renforce en fait. C'est ça, voilà. Donc Mm. ça aussi, je pense que c'était un des fils, on va dire, intéressants qu'on a tiré à travers ce livre, c'est de voir le lien effectivement entre la sédentarité et Ouais. une certaine épidémie de solitude qui existe aujourd'hui. Ok, hyper intéressant. Alors, si on rentre dans le foyer, justement, vous dites, alors, de façon, on va dire, réelle et imagée, bah, notre chaise, elle a évolué du trône du roi à la chaise Ikea. Finalement, il y a eu une évolution du design, mais aussi, je pense, des comportements, du temps passé aussi sur cette chaise, parce que est-ce que le roi restait longtemps sur son trône? Je suis pas sûre. Alors c'est une bonne question. J'ai pas trouvé d'études malheureusement sur le temps moyen que les rois passaient assis sur leur chaise. Je pense qu'on ne dispose pas d'infos hyper solides là-dessus, mais ça serait intéressant de le savoir effectivement. Euh, Néanmoins, on a pris cette image parce que on trouvait ça intéressant de voir qu'en fait, à la base, alors déjà, à la base, on est des populations nomades, puis il y a eu la première sédentarisation qu'on associe souvent à la révolution agricole, et puis généralement, les premiers sièges qui ont été créés étaient plutôt destinés à une élite, et notamment le trône du roi, qui est un peu le symbole de ça. Mm. On voit dans la série Game of Thrones, par exemple, le trône de fer, il y a, il y a le Moi aussi, roi. j'ai eu cette image-là. C'est fou. C'est ça. Il y a le roi qui est dans sa position dominante avec sa chaise, et puis il y a les gens qui défilent devant lui. Et du coup, ça symbolise une forme de pouvoir. On peut diriger et on peut avoir un effet et un impact sur le monde tout en restant immobile, tranquillement, sur sa chaise. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment les premières formes de sièges, de chaises, on va dire.
Et puis, au fur et à mesure du temps, ça va se démocratiser forcément avec les avancées techniques. Typiquement, la révolution industrielle, on peut créer en masse justement des chaises, des sièges en tout genre. Et de plus en plus de personnes vont pouvoir passer du temps assis. Et puis, il y a évidemment les formes de travail qui vont changer, hein. On passe du secteur primaire où on est tout le temps en mouvement parce que c'est l'agriculture, etc. Puis à l'industrie où on peut commencer à occuper des postes dans lesquels on reste assis, même si ça reste très physique, parce qu'on peut faire des mouvements très répétitifs avec ses bras, etc. On peut être assis. Et par contre, effectivement, aujourd'hui, avec nos métiers, qui sont Tout le plus des secteur métiers tertiaire. voilà, c'est ça. Où là, effectivement, on peut, on va dire qu'il y a un rapport inverse entre le fait que nos corps bougent moins et par contre, on a une vraie efficacité parce qu'avec l'ordinateur, l'ordinateur, ça bouge très très vite par contre. Et on peut être extrêmement productif, forcément avec l'ordinateur. Mais du coup, on commence à avoir des métiers qui peuvent être extrêmement sédentaires. On le voit d'ailleurs sur la différence, souvent moi en tout cas je le vois, entre ma fatigue, mon niveau de fatigue mentale, tu vois, à la fin de la journée, j'ai plus de cerveau, tellement. Et puis par contre, au niveau du corps, c'est donc tu vois, souvent c'est ce qui peut amener où tu as des difficultés de dormir, de t'endormir, etc. Parce que tu es épuisé mentalement, mais ton corps finalement, il n'a pas tant fonctionné que ça. Donc c'est vrai qu'on peut, voilà, ça explique en tout cas ce phénomène, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un point, est-ce que c'est, je ne sais pas si tu en parles plus précisément, mais qui est aussi intéressant quand tu me parlais beaucoup de cette chaise qui évolue. Je me suis dit, dans cette économie, encore une fois, du confort, du moelleux et toute la crise du Covid, de la pandémie, etc., a quand même joué aussi à cette faveur d'aller vers plus de confort. Oui. Nous, on est quand même assis sur une chaise, tu vois, avec cette notion de droit et plus ou moins droit. Mais on a quand même les épaules qui rentrent au fur et à mesure du temps. Mais il y en a beaucoup, et on le voit notamment avec aussi les espaces un peu fun dans les boîtes, etc., où maintenant on peut rapidement être affalé carrément sur son canapé, sur un fauteuil. Est-ce que ça, tu y vois encore un autre niveau, un autre impact, on va dire, ou pas, ou finalement la chaise, peu importe que tu sois assis ou affalé, est-ce que ça a le même impact? Alors, ça ne va pas avoir exactement le même impact. C'est-à-dire que quand on est sur une chaise, par exemple, et qu'on va se tenir le dos droit, on va quand même mobiliser certains muscles. Et donc, ça implique une certaine dépense énergétique. Là, je suis sur un siège Bloon. Donc, La boule! c'est la boule. Et du coup, elle a été aussi pensée, justement, pour mobiliser son corps et mobiliser ses muscles, même lorsqu'on est assis. Donc, ça demande un peu plus d'effort, mais du coup, ça va avoir un effet plus sain, on va dire, que si effectivement on est complètement affalé, allongé sur un canapé. Dans ce cas-là, il n'y a vraiment aucune dépense énergétique. Donc il y a quand même des différences importantes. C'est pour ça que, en fait, on peut tout à fait être moins sédentaire et être plus actif pendant la journée, même en restant assis, mais ça va impliquer, par exemple, de s'asseoir sur des sièges différents. Ça, c'est un des conseils notamment donnés par des kinés qu'on a pu interroger pour le livre. Donc, il faut varier dans la journée le type de siège. Voilà, une des idées, c'est en fait de varier la position de son corps et de varier les environnements dans lesquels son corps se positionne, on va dire. Parce que notre corps n'est pas fait pour rester dans le même environnement pendant des heures d'affilée. Et donc, en fait, l'une des pistes de solution, en fait, ça va être de varier effectivement les sièges. Donc, ça peut être s'asseoir sur une chaise, ça peut être se mettre sur un ballon, ça peut être s'asseoir sur un tabouret, ça peut être les bureaux debout dans lesquels on se met debout. Et puis tu peux changer et te mettre par terre sur ta table basse dans le salon et après tu vas sur ta chaise haute dans la cuisine. Ok. Et puis du coup, ça nous incite aussi à nous lever régulièrement. Et ça, c'est très important. Ouais. Pardon, mais est-ce que ça compte les allers-retours que je fais à la cuisine pour manger des gâteaux? Bien sûr. Ça compte complètement. Ça compte complètement. Et c'est pour ça que donc pour revenir faire le lien avec cette économie du confort, le fait qu'aujourd'hui aussi on puisse, en appuyant sur son téléphone portable, commander à manger sans avoir à bouger le petit doigt et que la nourriture vient à notre porte, du coup, ça efface certains des mouvements que d'habitude on ne pouvait pas vraiment éviter. À la pause du déj au travail, on va chercher à manger, on va marcher, ça va être l'occasion de marcher. Mais du coup,
même si c'est moins long et moins de dépenses énergétiques, le fait d'aller chercher son café, bah, c'est quand même, voilà, on va quand même changer la position de son corps, on va se mettre debout, on Ouais. va un petit peu Ou marcher. même de se faire à manger, du coup, du coup, plutôt que de prendre un truc tout prêt, prendre 10 minutes ou 15 minutes pour se faire à manger, même une salade ou quoi, tu mobilises, tu repars, enfin, tu remets du mouvement dans ton corps. Exactement. Donc, Ok, c'est ce qu'on dit effectivement dans le livre, c'est vraiment que chaque mouvement compte. Et en fait, c'est là où il y a un des pièges, ça va être de se dire, bah, moi, je vais compenser le fait de rester assis 10 heures par jour en allant faire du sport à la fin de la journée, 2 jours par semaine, par exemple. Là, on peut se dire, ok, j'ai combattu ma sédentarité. Sauf que, en fait, il y a la notion de sportif sédentaire. Sportif sédentaire, ça veut dire que on pratique une activité physique qui peut être intense à la fin de la journée, mais par contre, tout le reste de la journée, on va être sédentaire. Et donc, en fait, cette activité physique intense, elle ne va pas suffire à compenser, en fait, tous les dégâts posés par le fait de ok. rester immobile toute la journée. Parce Même que, si tu fais ça tous les soirs? alors, ça va être bon dans tous les cas si on fait ça, si Ok, on fait ça tous les soirs. Mais par contre, même si on fait ça tous les soirs, il n'empêche que bah, pendant 12 heures d'affilée, on va t'es rester resté quasiment. statique. Exactement. Et Mm. donc, du coup, il faut pas. Du coup, le danger, ça serait de croire en fait que tout est bien, tout est bon, alors qu'en fait, on est un sportif sédentaire. Et donc, en fait, une règle importante, c'est de se dire qu'il faut qu'il y ait du mouvement de manière régulière. Parce que, Ok, encore une fois, on n'a pas évolué justement dans des environnements dans lesquels on ouais. restait assis pendant des heures et des heures d'affilée. Alors justement, avant de passer sur les conseils, tu as évoqué quand même le bureau assis debout, tu as cité la boule, Bloom, alors c'est pas sponsor du tout ce podcast, mais c'est intéressant parce que je la connais aussi. Il peut y avoir aussi les montres qui te rappellent, attention, il est l'heure de te lever ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, dis-vous, parce que c'est coécrit comme avec Alexandre, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des réelles aides? Est-ce que c'est accessoires et gadgets? Enfin, Hmm. quel est votre avis? Alors, on pense que ça peut jouer un rôle important. Donc, comme je le disais, là, moi-même, je suis assis justement sur un siège qui mobilise mon corps et donc, voilà, j'en suis la preuve. Et donc, ces technologies-là, en fait, l'innovation technologique par rapport à la sédentarité peut jouer un rôle important. Par contre, l'un des dangers qu'on voit un peu là-dedans, c'est que ça doit pas être la seule solution qu'on apporte en fait au problème Ok, de la ouais, sédentarité. ouais, ouais. En fait, ça peut être un bon pansement, mais pour lutter contre la sédentarité, il faut aussi envisager des solutions plus radicales. Donc, autrement dit, c'est des solutions qui interviennent un peu à la racine du problème. Et donc, en fait, si on fait que répondre à la crise de la sédentarité avec des Mm. solutions technologiques, j'ai un peu peur qu'on se retrouve dans la situation d'un épisode de Black Mirror. Il y a un épisode dans la saison 1 où on voit des humains pédaler sur des vélos d'appartement. Ils Ah, sont je l'ai pas vu celui-là. ils sont enfermés dans une pièce noire, complètement coupés du monde, Ok, et plus ils pédalent, plus ils gagnent des pièces. Et donc, en fait, ok. là, effectivement, ils sont actifs physiquement, mais ils sont complètement Mm. coupés du monde, quoi. Et donc, c'est une vision un peu dystopique. Et donc, en fait, si la seule chose qu'on propose, c'est des outils techniques comme les tapis de marche quand on travaille ou les bureaux debout, Mm. on risque un peu de se transformer en hamster productif où on passe toute la journée au même endroit, tout en se Ouais. déplaçant, mais sans jamais profiter de la marche en nature, de la flânerie, du contact avec le monde extérieur, etc., etc. Donc, ça serait en fait pour moi une solution trop étroite. Et Ok. comme on l'a dit, la crise de la sédentarité, c'est aussi une crise de notre interaction avec le monde, de Mm. notre manière de sociabiliser, etc. Et du Mm. coup, il faut aussi qu'on pense le travail pour permettre aux gens de pouvoir prendre des pauses actives dans lesquelles ils sortent des bureaux de temps en temps, ils vont vraiment marcher dans la rue, ou etc., etc. Alors, on va voir justement les rôles et les actions que chacun peut mettre en place, sans tout dévoiler, donc, bien évidemment, du livre. Le but, c'est quand même aussi que vous puissiez aller le découvrir, parce qu'il y a vraiment de précieux conseils. Euh, En tout cas, nous, en tant que déjà à échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le premier réflexe? Ou s'il y avait qu'un conseil ou deux, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Quel est le premier petit quick win qu'on peut mettre en place? Bah là, on est le mercredi 3 septembre, c'est la rentrée, c'est maintenant qu'on peut prendre des bonnes habitudes. Ouais. Alors nous, il y a quelque chose sur laquelle on insiste beaucoup dans le livre, et c'est une solution simple, qui est gratuite et qui existe depuis des millions d'années. Donc c'est la marche. Ok. Donc en fait déjà réaliser en fait l'importance de la marche.
Je pense que c'est un premier point assez essentiel. Donc moi, je vais à Marseille et je vois là, en ce moment, autour de moi, à quel point les trottinettes électriques se démocratisent partout. Ouais, Et ça me fait assez peur de voir à quel point elles sont utilisées parce que sur une trottinette électrique, on fait très peu d'efforts. Et je pense que pour certaines personnes, pas toutes évidemment, mais pour beaucoup de personnes aujourd'hui, on peut considérer la marche comme une sorte de perte de temps, hein, ouais, quelque ouais, chose qui en fait nous fait ralentir pour passer d'un point A à un point B. ouais. Et ça me semble être une vision très dangereuse parce que du coup, encore une fois, la marche, c'est complètement inscrit dans nos gènes. C'est une activité qui existe depuis des millions d'années. Il y a beaucoup Mm. même d'anthropologues qui disent que c'est la marche, la bipédie qui nous distingue. C'est un trait caractéristique en fait de l'espèce humaine. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on est l'espèce la plus endurante au monde. C'est-à-dire que D'accord. dans le règne animal, il n'y a pas un animal. Alors certes, il y a des animaux évidemment qui sont beaucoup plus rapides que nous, par exemple, sur de très courtes distances, mais sur de longues distances, on est imbattable. Et c'est pour ça il y a même un centenaire qui a justement terminé le marathon. C'est dire à quel point en fait notre corps, il est adapté à l'endurance, C'est à la sûr, parce que moi, j'arrive pas à courir plus de 2 minutes d'affilée. Alors, écoute, si, alors c'est ça aussi quelque chose qui est intéressant avec nous les humains, c'est qu'on est très adaptable. Donc en fait, quand bien même on se sent très mauvais à la course, si on se met vraiment à s'entraîner très rapidement, on va développer de très bonnes capacités. Et moi, je sais que j'ai couru le marathon de Paris il y a quelques mois et je pensais être bien entraîné et j'ai été fasciné de voir à quel point la moyenne d'âge était élevée et de Mm. voir des adultes, même des seniors qui couraient plus rapidement que moi, qui allaient plus vite que moi, etc., Ouais. etc. Donc je trouvais ça assez impressionnant. Alors, tout ça, c'est pas pour dire il faut courir des marathons ou il faut courir, mais c'est plus Mais il faut pour marcher. parler de la marche. Mais de la marche extérieure, on est d'accord, on n'est pas que déambuler dans la maison. C'est ça. Alors, la marche intérieure, c'est bon aussi. Enfin, c'est mieux que pas Mm. du tout bouger. Mais effectivement, la marche extérieure, ça va quand même avoir des meilleurs effets sur la santé mentale, par exemple. Ok. Ça va avoir des effets très sur la créativité. Donc, la marche favorise vachement la créativité. Dans les moments où on a l'impression de ne pas réfléchir proactivement, c'est souvent aussi dans ces moments-là où il y a des idées qui vont émerger sur des Comme problèmes. dans la douche, mais là, on marche pas dans la douche. C'est ça. Un petit peu comme ça. Voilà. Et lorsqu'on bouge aussi, alors ça c'est quelque chose qui a été montré par pas mal d'études, c'est que ça améliore les connexions neuronales, la marche. Ok. Donc certaines personnes disent même que c'est grâce à la marche justement qu'on a pu développer notre cerveau Ok. qui nous sépare aussi d'autres espèces. Donc Donc c'est hyper important, pardon, mais du coup c'est d'autant plus important de conserver cette marche s'il y a vraiment cette connexion esprit-corps et notamment de la marche, parce que ouais, si on est amené dans des métiers de plus en plus brain, tu sais, dans la réflexion, etc., de pouvoir lier les deux, quoi. exactement. Et donc, même si on garde un rapport assez utilitariste, on va dire, à la marche, Mm. certaines personnes vont se dire, c'est une perte de temps, mais en fait, en marchant, on peut perdre du temps. Enfin, c'est une perte de temps qui va finalement nous en faire gagner On peut-être va sur le long gagner. terme, parce Ouais. que ça va nous aider pour la santé mentale, pour la créativité, Mm. etc., etc. Moi, Euh, j'ai jamais autant marché depuis que j'ai un chien. ah bah, Parce que du coup, je fais mes 10 000 pas, parce que tu vas au parc, tu fais 2 tours de parc, bon bah voilà, tu vois, c'est fait en fait, hein. Et puis en plus, tu as l'interaction sociale qui est décuplée. c'est ça, c'est ça. Je vais recevoir, il y a un chien qui va intégrer l'appartement dans 2 semaines, donc je vais pouvoir expérimenter ça. Mais effectivement, Ok. c'est le point que j'aurais aimé inclure dans le livre, le fait d'avoir un chien. Ok. Mais du coup, intéressant ton retour là-dessus. Et alors, un autre point aussi par rapport à la marche, c'est sur le rapport au monde que ça construit, en fait. Mm. Et pour moi, il y a une véritable opposition entre justement la marche et des technologies, des médias comme la télévision ou le smartphone. C'est-à-dire que dans un cas, dans le smartphone, on bouge pas et le monde en fait va venir à nous. C'est-à-dire que toutes les informations du monde entier qui viennent de l'autre bout du monde, elles vont venir à nous sans qu'on ait besoin de se déplacer. Euh, nous, on est immobile, tout ce qui se passe sur l'écran va très très rapidement. Et c'est aussi un objet qui s'adapte à nous. Tout est personnalisé, ça fait exactement ce qu'on veut, ça se plie à nos Les exigences. recommandations personnalisées de contenu, tout est. Voilà, c'est ça. Et du coup, avec la marche, ça va être plutôt l'inverse. Donc, c'est nous qui allons à la rencontre du monde.
et c'est aussi à nous de nous adapter. Et ça, justement, les randonnées un petit peu en montagne, etc., ça m'a permis de réfléchir un petit peu à ce genre de choses. Mais c'est vrai que bah, on est dans des environnements qui sont fondamentalement contraignants. C'est-à-dire que bah, s'il y a une pluie, on ne la contrôle pas. Elle est là et on doit s'adapter. Et ça va, voilà, ça va nous développer d'une certaine manière, tandis que justement la civilisation un peu du smartphone dans lequel tout s'adapte à nous, bah, du coup, ça va être vraiment différent et ça va construire un rapport au monde qui est quand même bien différent. Et un dernier point aussi, c'est que la marche, bah, quand on marche, en fait, on est lent. Donc, la marche, ça nous permet de retrouver un peu de lenteur, alors que le fait que, justement, on baigne aujourd'hui dans des environnements numériques dans lesquels tout va très vite, ça crée aussi, justement, de l'anxiété chez beaucoup de personnes. Mais du coup, la marche, ça nous permet de retrouver une lenteur et bah, de contempler la nature, de contempler ses pensées, ses propres pensées aussi. Et il n'y a pas cette urgence, en fait, du numérique. Donc, c'est quelque chose, c'est des idées qu'on développe pas mal dans le livre. Est-ce que, tu sais, on entend le fameux 10 000 pas par jour. Est-ce que ça, c'est vraiment c'est une réalité ou est-ce que on s'en fout finalement du moment que tu marches, même si, j'ai bien compris que même s'il marche un peu, c'est bien, mais est-ce qu'il y a un moment, je sais pas, un seuil où on se dit, bah, à partir de ce moment-là, tu sais que tu travailles pour toi, tu vois, je sais pas. Ouais. Alors, donc en fait, cette règle des 10 000 pas, elle vient d'une publicité japonaise, je sais plus si c'était dans les années 70 ou quelque chose comme ça, qui n'était pas forcément basée sur des études, on va dire, Ok. précises. Néanmoins, il me semble que c'est plutôt un bon objectif symbolique. D'autres études expliquent que voilà, pour vraiment passer un bon cap, on peut faire un peu moins de pas dans les 7 000, dans les 8 000, etc. Mais quand on dépasse les 10 000, on a encore visiblement des effets bénéfiques. Donc, c'est D'accord. visiblement, enfin, d'après les études que j'ai regardées, faire par exemple 11 000 pas, ça reste plutôt prouvé que c'est mieux que faire par exemple 7 000 pas. Par contre, à un Ok. moment donné, effectivement, on atteint un plateau. Je ne sais plus exactement à partir de quel nombre de pas. Mais du coup, pour moi, l'objectif de 10 000 pas, Il est correct. il est assez bien fixé. Ouais. Ok. Quel est le rôle maintenant du coup des entreprises? Tu l'as évoqué, tu as dit c'est le but, c'est pas forcément de mettre que des chaises adaptées et puis des bureaux. Mhm. C'est quoi? C'est une autre façon de repenser le quotidien au travail où on accorde des pauses ou autre? Oui, alors je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc, en entreprise, et c'est pareil en fait à la maison, dans son appartement, je pense que c'est très important en fait de vraiment modifier l'environnement, même visible. Alors, c'est-à-dire, il y a une phrase de Churchill qui disait on façonne nos bâtiments et puis nos bâtiments nous façonnent. Et donc, en Ok. fait, de la même manière, pour être un peu plus large, on façonne nos environnements de vie et nos environnements derrière nous façonnent. Si je prends un exemple, moi j'ai un tapis de sport qui est juste à côté de mon lit. Et donc, en fait, quand je me réveille le matin, je ne peux pas passer outre ce tapis de sport. Ah ouais. Et du coup, c'est comme si ça me créait une obligation. Et donc, dès le matin, ça me permet de mettre un peu de mouvement dans ma journée. Je sais que quand je faisais mes préparations un peu pour des courses, c'était hyper important pour moi de mettre mes chaussures de course devant ma porte. Parce que du Ok. coup, quand je me réveillais le matin, ça créait une forme d'obligation et j'allais courir alors qu'il y avait plein d'autres fois où j'évitais la course parce que Après, il y a des fois, je pense qu'on a été beaucoup, et je pense moi aussi, à avoir un vélo d'appart et pas en faire, hein. Tu vois, il prend la Alors, c'est poussière, possible. hein. Oui, ça peut avoir quelques limites, effectivement. Euh, mais du coup, c'est en commençant à changer l'environnement, je pense qu'on Ok, commence. même au sein des entreprises. Et même au sein des entreprises, donc ça peut passer, bah, typiquement, on parlait tout à l'heure de varier justement les Mm. sièges au sein de l'entreprise. Bah, quand on va avoir différents types de sièges, des fauteuils, des chaises, on peut avoir du coup des ballons, on va avoir quelques bureaux justement qui permettent de se tenir debout, etc. Bah, déjà, d'un coup, ça met le sujet de la sédentarité en fait au cœur de l'entreprise. Présent, ouais, c'est un sujet. Il est déjà visible, en fait, d'une certaine manière. On le met un peu en évidence Ouais. à travers les objets qu'on inclut, en fait, dans les pièces. Donc, ça, c'est une première manière d'y penser, c'est vraiment en modifiant, en fait, l'environnement.
Alors ensuite, ça c'est quelque chose dont on parle aussi dans le livre. Il y a cette notion de NEAT, donc c'est en fait des micro-mouvements à intégrer à son quotidien. Et ça, Ok. c'est quelque chose justement qu'on peut tout à fait faire au travail. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais se lever régulièrement, ça fait partie justement des NEAT, donc c'est N-E-A-T. Ça peut être intégrer des pauses actives effectivement dans sa journée. Donc, on va intégrer une pause active dans laquelle, par exemple, on Mm. va tout simplement sortir du bureau et aller marcher avec un collègue. D'ailleurs, pour l'écriture du livre avec Alexandre, on a fait beaucoup alors, walking meeting, donc c'est les réunions en marchant, Trop quoi. bien, moi j'adore. Tu fais ça aussi? Non, mais moi je le fais différemment. C'est plus d'un temps moi, que je prends avec mes enfants parce que, ou avec mon conjoint parce que ça me permet de parler, tu vois. C'est un Mhm. temps justement où t'es pas oppressé et où tu as le temps. Mais j'adore, tu vois, des fois justement tu peux être dans aussi, enfin, tu peux évoquer plein de sujets, mais à titre perso, tu peux aussi être centré sur ce qui va pas et plutôt se Mhm. dire, bon, bah allez, on part marcher, on va parler de tel projet. Je trouve ça génial comme idée. Mhm. Complètement, ouais. Je sais que moi, par rapport enfin, à mon expérience en entreprise, euh, pour moi, les réunions, c'était tellement ancré dans mon imaginaire qu'une réunion, c'était une table et des chaises et des gens assis autour, que en fait, je pensais même pas à cette option de se dire, ah bah tiens, bah, je peux aller marcher avec un collègue dans la rue et en fait, à travers la marche et à travers les idées qui vont jaillir, bah, peut-être que la réunion sera bien plus efficace que si on restait Ouais. assis. Et du coup, bah déjà avoir conscience que ça existe, c'est déjà quelque chose. Et après, évidemment, itérer, le tester, parce que chaque entreprise est différente. Il n'y a pas forcément de formule complètement magique justement pour régler les problèmes de Ouais. sédentarité. Mais par contre, il y a plein de solutions qui existent et qui demandent justement des tests en fait. Ok. Est-ce que tu penses que d'un point de vue sociétal, bah, enfin, ce sujet de la sédentarité, ça va être, ou c'est déjà peut-être un enjeu de santé publique, comme on peut évoquer le tabac, le sucre quand même aussi. Enfin, est-ce que tu penses que c'est ou ça va être dans les années à venir vraiment un sujet sociétal? Oui, ouais, je pense que c'est déjà vraiment un enjeu de santé publique qui peut être comparable Mm. aux conséquences justement du tabac sur la société. Alors, on cite des études un peu dans le livre, mais c'est l'inactivité physique, c'est responsable de millions de morts prématurées dans le monde chaque année. Euh, Ok. donc, ça a des conséquences vraiment graves. Et en fait, à notre sens, si on continue en fait à investir dans des milliards en fait dans des technologies qui ont tendance à nous Mm. sédentariser sans vraiment prendre le problème à bras le corps, on n'a peut-être rien vu en fait des conséquences de la sédentarité. Je citais tout à l'heure justement l'exemple des IA conversationnelles, mais ce genre de technologie peut vraiment nous pousser en fait nous pousser à l'intérieur de chez nous. Et du coup, pour répondre à la crise de la sédentarité, il va vraiment falloir effectivement prendre le problème à bras le corps. Ouais. Ouais, merci en tout cas pour cet appel et puis cette sensibilisation. Est-ce que toi, à travers l'asso, justement, tu fais des ateliers en entreprise, par exemple, ou voilà, pour sensibiliser les équipes? Si oui, bah, comment est-ce qu'on te contacte? Enfin, voilà, comment est-ce qu'on fait? Bah, on va lire le livre, oui, enfin, moi, en tout cas, je l'ai lu, mais celles et ceux qui nous écoutent. Mais ensuite, bah, si on va aller plus loin, en savoir plus, organiser un atelier en interne, comment on te contacte? Est-ce qu'il y a un site ou autre? Ouais. Alors, on a créé un Substack avec Alexandre, qui s'appelle également La Chasse Tue. Du coup, peut-être que je t'enverrai le lien Ouais, carrément comme ça, je le indiqué. partage. Et effectivement, on prévoit de faire des ateliers de sensibilisation en entreprise pour déjà que les entreprises cernent déjà bien le problème Mhm. et réalisent, si c'est pas déjà fait évidemment, à quel point justement le sujet peut être important. Et puis Ouais. derrière, évidemment, lors de ces ateliers, en fait, proposer justement des solutions personnalisées pour améliorer en fait Mhm. la qualité de vie des employés et aussi améliorer en fait l'efficacité. C'est-à-dire que on voit à travers la marche et le fait de bouger son corps qu'en fait, bah, ça va nous aider non seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale, aussi pour nos idées, aussi pour notre créativité. Donc en fait, on a un peu tout à gagner justement à considérer
réellement l'ampleur de cette crise et derrière à s'immerger dans toutes les solutions qui existent pour l'affronter. Alors finalement, est-ce que, en tout cas pour le secteur de l'entreprise, l'univers de l'entreprise et des institutions, pour beaucoup qui ont fait venir des profs de yoga, des salles de sport, c'est plutôt d'inviter les équipes à sortir sur la pause du midi, quel que soit le temps, et puis d'aller à la rencontre du monde, donc du bassin de vie à côté, et puis peut-être un peu plus loin. Voilà, et sortir du coup de l'idée que c'est parce que on va rester des heures d'affilée derrière son ordinateur qu'on va forcément être plus productif. Non, c'est aussi Ouais. justement en prenant des temps de pause et en bougeant son corps justement qu'on va être plus efficace en fait au travail. Et c'est comme ça aussi qu'on améliore nos relations sociales. Encore une fois, le lien est tellement important entre la crise de la sédentarité et une Ouais. certaine crise de la sociabilisation que voilà, il faut le souligner. Organiser peut-être aussi des marches, ouais, inter-équipe, parce que c'est ce qui va permettre aussi, tu vois, de ces moments informels. Souvent, c'est dans les moments informels qu'il se passe des choses, comme à la machine à café. Donc là, on recrée un moment, une expérience qui favorise ces liens de valeur. Voilà, exactement. Ok, merci beaucoup. Victor, est-ce que là, du coup, tes prochains mois vont être consacrés justement à la sensibilisation, aux ateliers, ou est-ce que en tant que journaliste, tu as déjà, ça y est, de prochaines pistes ou de prochains projets d'écriture, de rédaction que tu as envie de nous partager, ou c'est encore secret? Alors non, c'est pas forcément secret. Alors je continue mon travail avec l'association Lève les yeux cette année. Donc là, c'était à la rentrée, j'avais pas forcément d'atelier, mais du coup, je vais continuer à avoir beaucoup de jeunes cette année pour leur parler justement de dépendance au numérique. Et du coup, c'était aussi ça une des grosses raisons pour lesquelles le livre en fait m'intéressait et me passionnait, c'est parce que je voyais un petit peu les ravages de la sédentarité sur les jeunes. Donc ça, je vais continuer ce travail. Et puis, en termes de médias, je continue à travailler pas mal sur le sujet des intelligences artificielles conversationnelles. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je prévois une série de vidéos avec un collègue youtubeur à moi sur le déclin des démocraties dans le monde. En tout cas, c'est un sujet dans lequel on veut se plonger. Et après ça, effectivement, tout le travail sur la Chestu qu'on souhaite prolonger en fait à travers des ateliers de sensibilisation en entreprise. Ok, merci beaucoup Victor. Nous, on vous met les liens en tout cas pour l'association, pour le livre aussi, si vous voulez en savoir plus. Merci du temps accordé. Merci à vous qui nous avez écoutés et regardés, peut-être sur YouTube aussi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des likes, des pouces, enfin, tout ce que vous voulez, ça sera le bienvenu. Surtout si des commentaires, si vous avez des idées, des retours d'expérience. Parce que vous l'avez vu, on est quand même des profils plutôt dans la réflexion des chercheurs. Donc, n'hésitez pas à participer aussi à cette avancée nous qu'on fait dans les recherches qu'on mène. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Level Up. Au revoir Victor. Merci beaucoup, Barbara.